2020 sera l'année du climat, de la mobilité douce, de la réappropriation de l'espace public, de la protection des territoires et de la biodiversité. Ça y est, les jeunes ont été entendus par l'industrie et par le monde politique. Tout le monde va maintenant travailler main dans la main pour construire un avenir serein. On est sauvés. Au nom de General Motors, Total, PSA, ExxonMobil et tous les autres acteurs des secteurs automobiles et pétroliers, bravo et merci à vous, chefs de gouvernement, ministres de la mobilité, de l'énergie, du climat, de l'économie et autres patrons de régies publicitaires, vous qui œuvrez depuis des années pour faire de la voiture le pilier de notre mobilité, mieux que ça, de notre liberté. Liberté de respirer un air pollué qui détruit la biodiversité et cause chaque année en Europe quelques 800 000 décès humains. Liberté de passer 40 heures par an dans les embouteillages à Bruxelles et une centaine à Paris. Liberté de voir l'espace public pris en otage par de plus en plus d'infrastructures et de places de parking. Liberté de payer des taxes et des amendes et d'enrichir ainsi des empires économiques qui manipulent l'opinion, exploitent les travailleurs et détruisent la nature. On est vraiment dépourvu de tout ici. Oui, vraiment, merci à tous ceux qui ont défini notre rapport au temps et au mouvement depuis le début du siècle passé et aujourd'hui encore. Grâce à vous, la voiture nous a bien rapprochés. Maintenant, on partage tous la place du mort. Comme beaucoup de combats, celui des lobbies automobiles et pétroliers s'est d'abord traduit par une bataille culturelle. Steve Biko disait « L'arme la plus puissante de l'oppresseur se trouve dans l'esprit de l'opprimé » et ça, les lobbies l'ont très bien intégré depuis la fin du 19e. Nous l'évoquions, la question de la voiture individuelle est très intimement liée à celle de notre liberté. Circuler en voiture, c'est un choix et c'est un droit. La vision de l'automobile comme pierre angulaire de la mobilité résulterait donc de la pure volonté des citoyens qui auraient au fil du temps choisi la voiture individuelle plutôt que les transports en commun ou toute autre forme de mobilité douce. Mais jetons un coup d'œil dans le rétroviseur. En 1918, l'Amérique s'affirme comme la nouvelle grande puissance mondiale et swing au son du jazz des clubs de Chicago et de New York. Au pied des buildings, alors que les citoyens avaient l'habitude de se déplacer en tramway, on commence à rouler dans les Ford assemblés dans les usines de Détroit. L'automobile impose dans la ville une nouvelle discipline et rend impossible les jeux d'enfants dans l'espace public. La colère et les larmes accompagnent le développement de la voiture. Et le lobby automobile fait entendre aux piétons que la rue ne leur appartient plus. Passage piéton, feu rouge, goudronnage, voie rapide, rond-point, parking transforment progressivement la physionomie des villes pour les adapter aux écraseuses. Un homme puissant, Albert P. Sloan, patron de General Motors, crée un groupe de travail. La mission de ce groupe, échafauder une stratégie pour remplacer les tramways électriques par les autobus et les voitures individuelles. Le cœur du business de General Motors. Comme nous venons de le voir, la voiture en ville n'a donc pas été choisie par les individus libres. Elle nous a été progressivement imposée par des groupes d'intérêt économiques avec la complaisance de ceux qui nous gouvernent. La Première Guerre mondiale va permettre à de nombreux industriels occidentaux de faire fortune et de développer leurs activités grâce aux commandes considérables des États en guerre. On pense à Ford, Daimler, Vauxhall et même Renault dont l'entreprise va produire un certain nombre de camions, d'obus, de matériel d'aviation et même le premier char d'assaut français. La guerre va littéralement booster l'industrie moderne et massifier l'automobile grâce à la production à la chaîne. Mais plus d'engins motorisés veut aussi dire plus d'extraction de pétrole et de charbon. C'est la tâche d'huile. L'automobile va s'imposer en ville, dans les villes américaines d'abord, où elle est vue comme un symbole de modernité, mais aussi une possibilité de se distinguer socialement et un instrument de loisir. Sloan a toujours ses satanés tramways en tête. Autour de General Motors, Sloan réunit ses amis. Standard Oil, les Rockefeller donc, Phillips Petroleum et Firestone. Un industriel de l'automobile, deux dealers du pétrole et le premier grand industriel du pneu. Ils achètent alors les entreprises de tramway dans près de 45 villes américaines. En 10 ans, les industriels démantèlent des dizaines de milliers de kilomètres de tramways électriques pour les remplacer par des bus à essence, créant ainsi de nouveaux débouchés pour leur propre marché. L'industrie automobile et l'industrie pétrolière. La fin des tramways américains n'est pas un détail de l'histoire, c'est un marqueur.
un symbole d'une pensée univoque du progrès. L'Amérique, comme les autres pays industriels qui vont aussi démanteler leur propre réseau, le font au détriment d'un transport collectif moins encombrant, moins polluant. Les affaires sont les affaires. Aujourd'hui, la voiture fait partie de notre paysage de façon évidente, presque naturelle. Mais quand on y réfléchit, elle nécessite énormément d'infrastructures très importantes qui prennent énormément de place. On ne met pas sa voiture où on veut. Elle conditionne certes nos déplacements et nos activités, mais elle a aussi complètement façonné notre rapport à l'espace et au temps. Elle a conditionné aussi l'organisation de la société et donc inévitablement le jugement qu'on a de celle-ci. Et c'est là tout le génie de l'industrie automobile. C'est une prouesse capitaliste de très haut vol. Comme nous venons de le voir, la voiture a été rendue progressivement indispensable pour la mobilité. Mais depuis des décennies, on voit aussi qu'elle prend trop de place en ville. Ajoutez à cela les enjeux climatiques et environnementaux d'aujourd'hui dont les politiques se servent tantôt maladroitement, tantôt insidieusement. Résultat, au lieu d'avoir une réflexion globale sur ce que devrait être la mobilité en reprenant tout depuis le départ, on préfère s'attaquer au bout de la chaîne en frappant les usagers au portefeuille. Le climat est devenu un nouveau leitmotiv politique pour blâmer et culpabiliser les gens, au lieu de s'attaquer à la racine du problème. On pense par exemple à la fameuse taxe carbone en France qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes, ou aux nouvelles zones basse émission à Bruxelles et au projet d'interdiction du diesel. Bien sûr, on ne dit pas que c'est mal de souhaiter un monde sans diesel, mais il faut dire que ces mesures contraignantes et agressives pour les gens qui n'ont pas les moyens de se racheter une nouvelle voiture tous les 5 ans sont très malvenues au vu du contexte social et s'attaquent au problème de façon superficielle. Et c'est sans parler du problème des voitures de société en Belgique, je le dis pour nos amis français, ces voitures salaires mises à disposition par les entreprises, qui représentent quand même 40% du trafic à Bruxelles aux heures de pointe et plus de 20% du parc automobile belge. En France, entre 1970 et 2014, les autoroutes sont passées de 1542 km à 11 560 km, plus 750%. Quand le politique du tout à la voiture explose, les transports en commun agonisent. Côté belge, l'année 1984 voit 232 gares et points d'arrêt purement et simplement supprimés par la SNCB. Au même moment, les nouveaux ponts, tunnels, autoroutes et autres parkings foisonnent un peu partout sur le territoire. 232 gares abandonnées. Du jour au lendemain, des milliers de voyageurs ont dû trouver une autre solution pour se rendre à leur travail. Alors que c'est sans doute le contraire qu'il aurait fallu faire, intensifier les transports en commun pour les rendre plus rapides, efficaces et attractifs pour les clients. Des clients que jusqu'à présent, on chasse vers les embouteillages routiers. Oh non, c'est pas vrai, ça va pas recommencer ces embouteillages. Mais il ferait pas bien de prendre le temps, tous ces gens. Et la voiture électrique dans tout ça? Solution miracle ou leurre techno-optimiste du capitalisme vert? Pour nous, c'est assez clair, la voiture électrique ne règle absolument pas le problème. Ni des infrastructures qui nous emprisonnent dans un monde où la voiture individuelle prend toujours plus de place, ni de la fracture sociale que la voiture a accentuée par son développement, ni même de son immense impact sur la nature et la biodiversité, car lorsque vous achetez une voiture électrique, elle a déjà produit énormément de pollution. Pour fabriquer la batterie et le moteur de la voiture électrique, il faut notamment extraire ce qu'on appelle des métaux rares, dont les conditions d'extraction sont absolument cataclysmiques en termes social et environnemental. Le néodyme, j'en ai ramené un petit morceau de Chine, ça ressemble à ça. Donc ce petit morceau-là pèse 24 grammes. Pour extraire ce morceau de 24 grammes, il faut 600 kg de roche. On trouve dans les voitures électriques jusqu'à 3, 4 kg et demi de ce néodyme. Ça veut dire qu'il faut extraire 91 tonnes de roche pour parvenir à purifier environ 4 kg de ce métal qu'est le néodyme, qui lui-même intervient dans la composition de la plupart des moteurs des voitures électriques. Et puis tout ça demande de grosses ressources en eau et des produits chimiques qui polluent l'environnement. L'eau mélangée à des produits chimiques va permettre de raffiner le métal, mais cette eau usée est généralement, quand ça se passe en Chine, rejetée sans être traitée dans les écosystèmes. Quand l'industrie automobile veut vous vendre une voiture électrique, c'est un peu comme quand on se retrouve dans le rayon végétarien de la marque Erta. En l'occurrence, c'est un élargissement habile de l'offre pour que même les végétariens se retrouvent à financer l'industrie de la viande. La voiture électrique, c'est le même principe, un bon alibi pour que même ceux qui veulent être plus écolos se retrouvent à pérenniser l'industrie de l'or noir. Les réservoirs!
Pour faire simple, la voiture écologique, c'est celle qui n'est jamais produite. Si un monde écologique est un monde solidaire et commun, alors c'est un monde qui ne s'articule pas autour de la voiture individuelle. Et si on a besoin parfois de se déplacer en voiture, puisque de toute façon tout est fait pour nous la rendre indispensable, eh bien autant garder celle que l'on a déjà le plus longtemps possible. Et comme le disait Nietzsche, il faut raser le salon de l'auto pour y installer un élevage de vipères. Parlons-en de ce fameux salon de l'auto, ou plutôt à Bruxelles, du salon Auto-Moto-Mobility, car oui, le salon s'est évolué. Par exemple, il n'est plus sexiste pour un sou. Avant, les hôtesses d'accueil étaient employées comme des objets de désir, réaffirmant l'hypersexualisation d'un marketing automobile qui fait écho aux bas instincts des hommes pressés qui n'ont pas le temps ni pour la poésie, ni pour la lutte contre les inégalités. Aujourd'hui, les hôtesses d'accueil sont employées comme des objets de désir, réaffirmant l'hypersexualisation du marketing automobile qui fait écho aux bas instincts des hommes pressés qui n'ont pas le temps ni pour la poésie, ni pour la lutte contre les inégalités, mais elles ne font plus que ça. Elle s'occupe aussi du vestiaire et de changer les bouteilles d'eau lors de l'arrivée de nouveaux orateurs. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut juger les femmes sur tout. Mais en plus d'être féministe, le salon de l'auto est aussi devenu écolo. D'après le président du comité d'organisation du salon de l'auto, entre les véhicules électriques zéro émission et l'amélioration apportée sur les moteurs thermiques traditionnels, il est plus important de renouveler le parc des anciens véhicules que de se dire « la voiture, ce n'est pas intéressant ». Donc, travaillons surtout sur le renouvellement du parc. C'est bien connu, le meilleur moyen de régler le problème de la voiture, eh bien, c'est d'augmenter le nombre de voitures. Oh oui, malheureusement. Et comprenez surtout que par renouveler le parc automobile, on veut dire bien sûr acheter de nouvelles voitures. La ruse est finaude. Elle est finaude et elle est toujours la même. Tout transformer pour que rien ne change. Investir à fond dans les transports en commun et la mobilité douce? Envisager la gratuité des transports en commun? Non. Augmentons plutôt le prix du ticket papier à la Stib. Par contre, n'hésitez pas à vous rendre au salon de l'auto pour découvrir la nouvelle Audi e-tron. Le monde perd son équilibre. Les gens se dressent pour défendre une société plus respectueuse de l'environnement. D'ailleurs, en parlant du salon, on fait signe à nos camarades d'Extinction Rebellion qui ont fait éruption le week-end dernier pour dénoncer la promotion faite à l'automobile, mais aussi tout le pataquès insupportable qui est fait, il faut bien le dire, autour de cet événement, dans une Belgique où les décideurs aiment bien nous dire « oui, oui, le climat ». L'économie construit et ne détruit pas. Bon appétit. Vendue depuis son invention comme l'accomplissement le plus abouti de la liberté individuelle, nous on préfère penser qu'elle est une briseuse d'indépendance sociale, une charge, une tare, et son industrie globale, une prise d'otage à long terme et un moyen de chantage. C'est un peu comme si on vous disait « ne vous inquiétez pas, c'est bien pour vous, on s'occupe de tout », et puis ensuite qu'on vous dise « ah mais c'est de votre faute, c'est vous qui l'avez voulu ». Ceux qui ne veulent pas de changement, ce sont des feignasses, des connards, des gros enculés. Avant même les questions de privatisation du chemin de fer, par exemple, la voiture a su opérer de façon plus générale la privatisation de nos déplacements. Nous vivons dans un monde où quand on habite hors de la ville, avoir une voiture est simplement nécessaire. Or, ce n'est pas rien d'acheter une voiture. C'est un peu comme un abonnement à 5 ou 10 ans, à plusieurs dizaines de milliers d'euros auprès d'une entreprise privée. Une fois la voiture rendue indispensable par des décennies de propagande, de fabrique du consentement et de politique agressive du progrès, nous pouvons petit à petit démanteler les transports communs et leur infrastructure commune. Avant, les villes étaient dessinées justement dans la perspective de déplacements en commun. Elles le seront désormais dans un plan pensé pour l'individu. Or, l'individu est plus rentable que le commun. Business, business, business. Finalement, d'un point de vue politique, le triomphe de la voiture, c'est d'abord le triomphe de l'individuel sur le collectif, qui façonne et continue de façonner notre rapport à la société en tant que citoyenne et citoyen, et ça, ce n'est pas rien. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier coup de gueule de l'année 2020, n'hésitez pas à le partager autour de vous, n'hésitez pas non plus à nous aider en allant faire le plein sur notre Tipeee, et on se retrouve le mois prochain sur le billet vert et sur Mister Mondialisation. Bonne route! Merci à tous ceux qui... de notre liberté. Regarde là.
Une corneille. Les individus livres. Les individus ivres. Je suis en mode avion. Oh mais c'est en cul. Maintenant, hein, tu te mets en mode avion, Internet reste connecté quand même. Comme ça, on peut continuer de t'espionner pour te vendre ensuite des raiders, qui va produire énormément de camions. Allez, en voiture.